gestion de l'eau. Et si je reviens un peu aujourd'hui, c'est la faveur, si j'ose dire, mais vous allez voir, c'est pas la publicité, de la parution d'un nouveau livre que j'ai publié cet été, qui s'appelle Le lobby de l'eau. Alors pour vous replacer un petit peu, moi ça fait une quinzaine d'années que j'ai investi ce champ-là, entre guillemets. Avant j'étais journaliste, donc j'ai complètement changé d'activité. Aujourd'hui, pour vous dire un peu d'où je parle, etc., comment tout ça s'est fait, l'essentiel de mon activité professionnelle, c'est de faire du conseil auprès de collectivités locales, ce qu'on appelle réaliser des audits, pour essayer de faire un bilan de la situation des collectivités qui sont en délégation de services publics et ensuite, très clairement, de favoriser un retour en gestion publique. Donc c'est à travers, disons, cette expérience professionnelle que je partage avec quelques collègues. On est chacun spécialisé dans un domaine précis, de technique, de juridique, de financier, etc. Non, mais ça m'a beaucoup appris. À travers ça, comme ça implique aussi des activités de veille réglementaire, donc depuis des années, je surveille toute l'évolution de ce secteur. Et j'ai pris finalement le prétexte, mais tout à fait symbolique et éclairant, me semble-t-il, d'un projet de réforme de la politique de l'eau qui a été initié par le gouvernement Ayrault le 18 décembre 2012, dans le cadre de ce qu'on appelle la modernisation de l'action publique, qui a succédé à un processus de démolition des services publics qui avait été mis en place sous Sarkozy-Fillon, qui s'appelait la révision générale des politiques publiques. Donc dans ce cadre-là, rationalisation, économie, rendre l'État plus efficient, enfin blablabla, il y avait 40 politiques publiques prioritaires qui ont été identifiées, qui devaient faire l'objet d'une évaluation et ensuite de porter des projets de réforme. Donc on est à fin 2012, Delphine Batho est alors ministre de l'écologie, et donc j'ai suivi très près tout ce qui se passait à ce moment-là, et je ne vais pas anticiper, mais quand j'ai vu ce que ça allait donner, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un livre, puisque j'avais pas mal de matière, et c'était absolument emblématique, au-delà même de la question de l'eau, de tout ce qui se passe aujourd'hui, et après coup, c'est pas du tout pour m'en glorifier, mais je dis que j'ai peut-être eu raison, parce que si je ne l'avais pas fait, il y a des choses extrêmement graves qui seraient passées comme ça à la trappe sans qu'on s'en rende compte. Bon, vous dire, pour revenir un peu en arrière, un élément de contextualisation, il y a quelques années, bon, je ne suis pas encarté ni au PS ni ailleurs, mais si j'ai pu aussi faire ce livre, c'est que j'ai été sollicité avant la dernière présidentielle, quand Martine Aubry était secrétaire général du PS, dans le cadre d'une démarche qui s'appelait le laboratoire des idées, et en fait, il s'agissait d'essayer de faire un rapport sur les politiques publiques, etc. Donc j'ai travaillé avec d'autres personnes pendant près de 18 mois, gratuitement en plus. Bon. Donc c'était assez amusant parce que je me suis retrouvé embedded à Solferino sans avoir aucun mandat de qui que ce soit. Et donc, au vu de ce qui se passait, des perspectives possibles, on a réalisé des auditions de 40 ou 50 VIP de l'eau. Bon. Le seul qui n'a pas voulu, parce que j'étais là, c'était l'actuel PDG de Veolia, donc il n'a pas voulu venir, enfin il a voulu venir, mais il ne fallait pas que je sois là. Bon, bref. Donc ça a été tout ça en amont, et je dis ça, vous allez voir pour la suite. À travers ça, donc le fameux rapport, on peut toujours le consulter, si vous l'avez sur le site du PS. Il a été présenté à Solferino en juin 2011. Ensuite de ça, il y a donc eu les primaires. Et là, j'ai pu continuer à observer, parce que j'avais un peu un pied dans la place, ce qui se passait à partir du moment où M. Hollande a été désigné à l'issue de ces primaires, jusqu'à la campagne présidentielle. Donc c'est un peu toutes les arcanes de tout ça et les coulisses, tout ce que j'ai vécu, que j'ai donc un peu condensé aussi dans ce livre, pour avoir cet éclairage. Donc alors, pourquoi la notion de lobby de l'eau? D'emblée, si on parle de l'eau en France, etc., on est confronté à une difficulté majeure, c'est qu'on fait face à un objet technique extrêmement complexe et que le mode d'organisation, le mode de gouvernance, les pratiques qui valent dans le domaine de l'eau, sans remonter plus loin, on pourrait dire pour la période récente qu'elles se sont formalisées à l'orée des années 60, en 1964, à travers une première loi sur l'eau, qui a organisé la gestion de l'eau, d'abord sur un plan purement technique, mais autour d'une idée qui avait un sens, qui est tout à fait pertinente, autour de la notion de gestion par bassin versant. Donc le bassin versant, c'est toute la région que baigne un fleuve depuis sa source jusqu'à l'embouchure. Donc souvenez-vous, la géographie en France, 6 grands fleuves, 6 bassins versants. Donc on a créé des agences de l'eau. Alors c'est un processus compliqué, tout ça, bon, on
on va en parler tout à l'heure. Ces agences de l'eau sont un peu le bras armé décentralisé de l'État, ce sont des établissements publics administratifs. Ils ont un rôle de programmation, c'est-à-dire de mise en œuvre de politiques publiques en élaborant des programmes qui vont s'imposer à tous les acteurs de l'eau publics et privés, et ils ont surtout, essentiellement d'ailleurs, c'est là-dessus que pour moi l'idée de lobby apparaît très clairement, un rôle financier, parce que d'emblée, ce qui est extrêmement singulier à partir de cette date-là, dans les politiques publiques de l'eau, songez aux grandes politiques publiques structurelles, le logement, la santé, enfin tout ce que vous voulez, toutes ces politiques sont financées par l'impôt, quelle que soit leur pertinence, leur efficacité, le regard qu'on peut porter sur elles. La donnée fondamentale, c'est qu'elles sont financées par l'impôt. Or, la rupture qui intervient en 1964 avec la première loi française sur l'eau, c'est qu'on ne va pas financer ces politiques publiques par l'impôt, mais on va la financer par le biais de redevances qui vont être perçues sur les factures de tous les usagers domestiques de l'eau. Donc aujourd'hui, 66 millions et quelques de Français, si vous recevez une facture d'eau, on pourra en parler aussi, c'est toujours un sujet polémique, mais si vous avez une facture d'eau, il y a une partie qui relève de ce qu'on appelle l'abonnement ou la part fixe, le coût d'accès au réseau. Il y a la partie où on vous facture une consommation à un tarif précis, et ensuite il y a différentes redevances ou taxes, dont les fameuses redevances perçues par les agences de l'eau. Donc ça représente des sommes quand même assez importantes, puisque chaque année, aujourd'hui, c'est près de 2,5 milliards d'euros. Parlementaire en mission, Philippe Martin, alors député du Gers et président du Conseil général du Gers, qui sera ensuite un éphémère ministre de l'écologie quand Delphine Batho aura été virée, et un deuxième député parfaitement inconnu, dont j'ai fait la connaissance à l'occasion, un homme fort sympathique, dont vous avez entendu parler non plus, enfin pas sauf exception, qui est député des Côtes-d'Armor. Il a 60 ans, c'est un élu local, dans sa bonne communauté d'agneaux de Saint-Brieuc, il est revenu en gestion publique, tout de suite des motifs de sympathie, et il se retrouve à avoir un rapport par le biais de Delphine Batho pour faire un rapport sur la politique de l'eau en général. Alors là, tout de suite, différence de traitement, parce que lui, sa désignation a été obtenue in extremis, ils ne se sont pas rendus compte. Enfin, Philippe Martin, député du Gers, il s'agissait de faire un rapport sur la gestion quantitative de l'eau. Donc il s'agissait, en d'autres termes, et ça a été pleinement réussi, de rouvrir en grand les voies d'irrigation. Sous Sarkozy, il y avait déjà eu des tentatives multiples, Delphine Batho avait réussi à mettre un frein, donc on la vire. Avant qu'elle soit virée, Philippe Martin est en mission. Et alors c'est là le fonctionnement du lobby. Philippe Martin, un culte, incapable d'écrire, enfin bon, bref, il va quand même produire un rapport de 120 pages qui ouvre toutes les vagues de l'irrigation. Évidemment, il n'en a pas créé une, c'est une équipe de 4 hauts fonctionnaires du CGDD qui ont tout écrit de A à Z. Donc on met à disposition de ce député 4 hauts fonctionnaires tout à fait acquis à la cause des irrigants, etc., qui vont rédiger tout le rapport. Dans le même temps, notre autre député, beaucoup plus sympathique, de mon point de vue, qui a en charge une mission sur la politique de l'eau, comme il se trouve qu'il est un peu repéré comme étant membre du courant du PS qui s'appelait la gauche populaire et dont beaucoup de membres sont fondeurs aujourd'hui, il n'est pas en odeur de saleté, on lui donne rien. Donc il a une lettre de mission de héros, on lui donne aucun moyen, alors que Martin a fait tout ce qu'il voulait. Il se trouve que bon, je le rencontre, etc. On est à 2 ou 3 et on va travailler un peu clandestinement avec lui. Alors le gag, c'est vraiment emblématique du fonctionnement du lobby, quoi. Donc je travaille clandestinement avec lui et il rend son rapport et il y a 2 alors, avant de rendre son rapport, très gentiment, il me dit, parce que j'ai bossé gratos avec lui pour la cause, bon, ouais, qu'est-ce que tu veux, je mets ton nom, non, surtout pas, non. Et alors, je me trompais pas au vu de ce qu'il a suivi. Donc on n'en est plus pas, mais il rend son rapport, et il y a 2 chapitres de son rapport consacrés à des vieilles marottes, évidemment. D'une part, la reconstruction d'une ingénierie publique territorialisée, j'y reviendrai tout à l'heure, et secondo, la création d'une agence de régulation de l'eau. Alors là, ça n'a pas traîné, donc c'est quand même un député. Il est chargé d'une mission, il siège à l'Assemblée. Bon, et il y a 2 textes dans son rapport, dont tous les fripouilles en face, ça traînait, c'est moi qui les ai écrits. Alors là, en l'espace de quelques semaines, il y a des représentants
du syndicat patronal des entreprises de l'eau, qui s'appelle la FP2E, Fédération professionnelle, qui est une institution de lobbying, qui s'invite à l'Assemblée et qui vient nous menacer. Et dire que c'est un scandale, et patati et patata. Il y a les représentants de Syntec Ingénierie, qui est le syndicat qui représente tous les bureaux d'études privés, qui écrivent une lettre violemment courroucée à Jean-Marc Ayrault en disant que c'est un scandale, les propositions de refondation d'ingénierie publique portées dans le rapport du député Michel Lesage sont un scandale absolu et vont mettre sur la paille des milliers d'emplois privés. Ça, j'adore ça. Nous, on demande que soient reconstitués des emplois publics, et les autres, ils gueulent au charron, vous allez mettre au chômage des milliers d'emplois privés. Et ça ne s'arrête pas là. Un membre éminent, l'un des plus éminents du lobby, M. Jean Launay, député du Gers, qui préside, lui, une instance qui gagne à être connue, qui s'appelle le Comité national de l'eau. Dans toute l'architecture très complexe que j'évoquais tout à l'heure, a été créée peu de temps après la loi de 64, une instance de consultation qui a pour rôle de rendre des avis consultatifs, qui s'appelle donc le Comité national de l'eau, qui est évidemment le nid de frelon du lobby. Alors elle compte en théorie 170 membres, différents collèges, elle n'a qu'un avis consultatif. Bon. Et, si vous voulez, par homothétie, vous imaginez un peu les différentes instances de représentation du lobby que j'évoquais tout à l'heure, et ils sont tous là pour. Quand s'avance le processus de réforme de la politique de l'eau à travers les différents rapports que j'ai évoqués, le CNE, qui n'est mandaté par personne, c'est pas dans ses missions, dans une réunion, au doigt levé, on va faire un groupe de travail, etc. Donc ils s'arrangent entre eux, ils sont tous là. Alors il y a rien, mais c'est une caricature, quoi. La FP2E, Veolia, Suez, la FNSEA, le MEDEF, il y a un de mes camarades activistes, vous connaissez sans doute, Jean-Louis Touly, qui se trouve avoir siégé pendant cette période depuis Longmordet, qui lève le doigt, et les autres font tout, non, tu viens pas, tu machin, bon, pas, ils s'incrustent en fait, bon. Et là, cette commission au sein du CNE va créer ensuite des groupes de travail complètement fantoches qui n'ont aucune valeur légale, et parmi ceux qui étaient très fortement portés, jusqu'à ce moment-là, je vous l'ai dit, par la société civile, il y avait une réforme de la représentation au sein de toutes les instances de l'eau. Ça fait au moins 20 ans que FNE, la FRAPNA, Rivière de Bretagne, FC Que Choisir, tous les gens qu'on connaît, avec qui on travaille, portent cette revendication-là. Donc, quand le processus de pseudo-réforme de la politique de l'eau se met en marche, il y a une vingtaine de comités Théodule qui se mettent en place. Dans le bouquin, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi à peu près le jour tous les travaux. Et c'est extrêmement impressionnant parce que ça montre bien, parce que je récupérais tous les documents, etc. Et en fait, c'est une tactique qui exprime, mais presque à la perfection, leur action de lobbying. Il y a des tas d'instances qui sont mises en place. Tous les membres du lobby, ces différentes composantes, sont déjà dans le système. Donc systématiquement, dès qu'une instance est mise en place, ils le présentent, ils sont là, etc. Et c'est eux qui déterminent l'agenda. Et là, au sein du CNE, ça a été un peu le summum, puisque, en fait, cette revendication, ça se traduisait par la création d'un 4e collège d'usagers au sein des comités de bassin, pour rééquilibrer. On ne demandait pas tout le pouvoir, alors qu'on aurait pu, mais création d'un 4e collège. Alors là, au sein du comité national de l'eau, toute notre bande de fripouilles crée un groupe de travail qui n'a aucune existence légale, qui va faire travailler des hauts fonctionnaires du ministère de l'écologie. En douce, on le découvrira à la fin, je passe un peu les détails. Ils vont finir par produire un rapport de 50 pages dirigé par le président de l'AST, Pierre-Alain Roche, pareil, une petite casquette comme l'autre que j'évoquais tout à l'heure. Et dans ce rapport, ils mettent à mal toute personne. Rien. Hors de question. Pas hors de question, on fait rien. En fin de ce rapport, on a des projets de décret qui vont être adressés au préfet par le ministère et qui visent à recombiner la composition du collège faussement appelé usager des comités de bassin dans une configuration nouvelle en prenant prétexte qu'il va y avoir des élections, ce qui a été vrai avec les municipales et les régionales, et que ces élections légitiment des nouvelles désignations au sein des instances concernées des comités de bassin. Et là, ce qui est vraiment emblématique, je trouve, c'est de voir que des gens qui n'ont aucun mandat, qui créent une commission qui n'a aucune valeur légale, imposent leur volonté à tout le monde. Tout le monde va se plier.
la direction de l'eau du ministère de l'écologie, le ministre, on ne parle pas, ils ne savent même pas que tout ça existe, les projets de décret qui figurent dans un rapport qui n'a encore une fois aucune valeur légale, vont être adoptés, vont être repris par les préfets et vont conduire à débarquer certaines personnes gênantes des comités de bassin et à mettre des personnes plus accommodantes. Alors il se trouve qu'on a déposé un recours, parce que ça c'est sur le fond, et dans la forme, ce comité national de l'eau, il y a 170 personnes. Tout s'est tramé dans une séance sommairique le 18 décembre 2013. Je ne suis pas au comité national de l'eau, mais j'ai quelques amis qui y sont, je pourrais suivre un peu l'affaire. Et si vous voulez, dans ces instances, si vous représentez la société civile, une association, il y a déjà une autre dimension du problème, c'est que les gens qui sont en face de nous, les représentants du lobby, qui travaillent pour la FNSEA, pour le MEDEF, pour Veolia, pour tout ça, eux, ils sont payés à plein temps, à l'année, pour siéger dans ces instances. C'est des véritables professionnels, ils maîtrisent à tout à la perfection. Ils passent leur vie à faire ça. Donc vous, en face, si vous êtes délégué de la société civile, ben, vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas de frais d'effraiement, on ne vous paie même pas vos voyages, etc. Donc vous y allez comme ça. Et dans la forme, là, la fameuse séance homérique du 18 décembre, c'était, si ma mémoire ne m'abuse pas, un lundi ou un mardi, le vendredi, vous recevez chez vous 40 PDF. J'ai fait le décompte précis, j'ai tout mis dans le bouquin, j'ai compté le nombre de pages et tout. Vous avez 300 pages à avaler en un week-end, d'une complexité folle alors que ce n'est pas votre métier. Et vous allez être conduit à une séance qui est organisée au ministère de l'écologie avec le directeur de l'eau du ministère de l'écologie, qui est quand même le number one en France, soi-disant dans l'eau. Et là, on va vous présenter. Alors, là, ce qui était extraordinaire avec cette séance sommairique, c'est qu'ils ont même déposé sur table le fameux rapport concernant le 4e collège. Donc ceux-là, ils n'avaient même pas eu 2 jours avant, par voie de PDF, etc. Donc là, ça a été un ourvari, ils sont passés en force. Il n'y avait que 37 délégués sur un collège de 170 délégués. La motion contre laquelle on a déposé un recours n'était pas inscrite à l'ordre du jour. Donc je vous rappelle, elle a été élaborée par un truc qui n'a aucune valeur légale. Elle contient des éléments qui vont se transformer en force de loi parce qu'ils vont être repris par les préfets pour virer des gêneurs. Tout ça va être voté à main levée par un collège de 37 personnes, sans beaucoup de mandats d'ailleurs, parce que les absents ne sont pas là, ils viennent pas, ils s'en foutent et tout, alors que ça concerne normalement 170 personnes. Donc on a introduit un recours de l'entrée administrative, on ne sait pas ce qu'on va voir, mais j'ai consacré presque un chapitre à ça, et ce mode de fonctionnement, finalement, illustre, mais jusqu'à la caricature, et c'est ça que j'ai essayé de faire dans le bouquin, d'ouvrir la boîte noire, d'expliquer comment se prennent les décisions, par qui, par quels moyens. Et en fait, c'est une forme de guérilla bureau. Tous les membres du lobby qu'on a en face, donc ils sont parfaitement dans le système, maîtrisent tout en historique, ont des moyens, etc., sont un peu confrontés, soit à des divergences d'appréciation, soit à des contestations de la société civile, etc. Mais le rapport de force, mais c'est vraiment David contre Goliath, c'est une caricature, vous ne pesez rien en face de ces gens-là. Et dans tous les organes de gestion de l'eau, surtout ceux qui prennent des décisions financières extrêmement importantes avec notre pognon, je vous rappelle quand même, eh ben, ils gagnent à tous les coups. Et c'était donc la raison pour laquelle, tant Dominique Voynet, tant moi-même ensuite, on a donc repris cette idée de régulation. Le texte demandant dans le rapport du député Michel Lesage la création d'une autorité de l'eau. Je l'avais déjà publié avant, moi. Donc les autres savaient très bien que c'était moi. Mais du coup, il y a un changement de statut. Quand c'est moi le dingo qui leur pourrit la vie depuis 50 ans, ben là, ils s'en foutent en fait. À partir du moment où c'est repris par un député dans un rapport officiel à Matignon, alerte rouge partout. Ceci d'autant plus que, certes un peu malicieusement, j'avais convaincu notre camarade député, dès la publication de son rapport, de condenser les propositions qui me paraissaient les plus pertinentes sous forme d'une pétition qui a été signée en moins d'une semaine par 65 députés et sénateurs de gauche. Alors là, en face, c'était alerte rouge, parce que pour une fois, on reprenait pied au niveau de la représentation nationale, parce que j'ai oublié de vous dire aussi que, d'une part, il y a le phénomène de dépossession, ce qui conduit à ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on est dans une situation très critique, parce que, bon, je les connais tous depuis longtemps, aujourd'hui, on a, sans réforme, mais à peu près 1100 députés et sénateurs.
il n'y en a pas plus d'une vingtaine qui maîtrisent ces dossiers-là, parce qu'ils en ont été dépossédés, puisque les décisions se prennent ailleurs. Et la fraction élue du lobby, ce n'est pas des députés, c'est des petits conseillers régionaux, départementaux, nanana. Ils ne jouent pas dans la cour des grands, les mecs, mais c'est eux les caïds, ils ont 10 fois plus de pouvoir. Bon, bref, ces gens-là ne se voient pas trop. Et pour maintenir la représentation nationale sous contrôle, Veolia et Suez ont créé il y a 30 ans une officine qui s'appelle le Cercle français de l'eau, donc financée par Veolia Suez et qui depuis tout ce temps-là a table ouverte à l'Assemblée et au Sénat et organise de 4 à 6 fois par an, selon l'actualité du secteur, des grands colloques, donc financés, vous avez compris, par Veolia et compagnie, à l'Assemblée et au Sénat. Et en fait, c'est eux, à travers ça, qui fixent l'agenda de la politique de l'eau. À chaque fois qu'on est en amont d'un tournant particulier, qu'il y a de nouvelles problématiques qui se font au jour, eh bien c'est le Cercle français de l'eau, une officine de lobbying clairement identifiée comme telle, qui tient ses assises à l'Assemblée et au Sénat, et tout le monde vient, parce que tout le monde considère que c'est légitime. Et en matière de conflit d'intérêts, le fameux Jean Launay, qui est donc président du Comité national de l'eau, qui a fait des petits forfaits que j'ai évoqués tout à l'heure, ça c'était du jamais vu, même la droite n'avait jamais osé. Depuis que ses petits camarades l'ont fait désigner, parce que pour être membre du Comité national de l'eau, c'est sur décision ministérielle, c'est le gouvernement qui décide. Et bien il est aussi vice-président du Cercle français de l'eau. Donc ça, mais dans n'importe quel pays anglo-saxon, nordique, on est au cœur du conflit d'intérêts, ça ne serait pas autorisé. Launay contre-attaque, donc l'ennemi contre-attaque. Ils vont chercher Rocard à l'asile, ils lui font co-signer une tribune dans laquelle ces deux enfoirés attaquent nommément leur camarade du PS, mon copain député. Ils le descendent en flammes et il se trouve que leur tribune passe un peu avant la nôtre, on réussit à la faire passer après, mais c'est hallucinant quoi. Et pourquoi Rocard? Parce que Rocard, au début de sa carrière, de sa formation, quand il était étudiant, c'est devenu emblématique dans le monde de l'eau, il avait une mission quand il allait devenir inspecteur des finances, à une époque assez sensible pour les agences de l'eau, il a réalisé un espèce d'audit, et donc il a conservé un espèce d'attachement très deuxième gauche, parce que justement, ce modèle agence de l'eau, ce sont tous les stakeholders, les parties prenantes, donc il y a le MEDEF qui discute le bout de gras avec Sœur Teresa, quoi. Et puis tout ce monde-là va être tout à fait d'accord et va prendre des mesures, soi-disant pour le bien commun, on rêve. Et donc il a conservé une espèce d'empreinte comme ça, et même à l'âge canonique qu'il a, on va le chercher de temps en temps, quand il faut défendre les agences de l'eau. Ça m'a beaucoup intéressé là-dedans. C'est en fait le statut, parce que ça fait des années que je les ai connus par tous les moyens possibles et imaginables, blog, bouquins, des trucs que j'avais écrits, quand c'est moi qui signe, ils s'en foutent. Si je les fais reprendre par un élu, et si on fait une pétition, alors là, alerte rouge, donne un avant. Donc je raconte un peu cette anecdote, c'est pas pour l'incliner, je m'en fous, mais c'est vraiment emblématique de leur mode de fonctionnement, quoi. À travers là, tout ce qui s'est déroulé à ce moment-là, donc la période que j'ai observée, parce que j'ai pris ce prétexte de projet de réforme de la politique de l'eau, pour bien montrer, je vous disais tout à l'heure, c'est une guérilla bureaucratique. Ce qui fait leur force, en fait, ils sont en position de surplomb. Ils maîtrisent tout l'appareil. Et en fait, même si par hasard, d'aventure, un ministre ou une ministre, je vous rassure, c'est jamais le cas, hein, mais un ministre ou une ministre, un groupement d'intérêts attaché au bien commun, essaie de peser sur le cours des choses, c'est toute une armée bureaucratique digne de la dynastie des Ming, vraiment, et qui font un boulot, un travail de sape permanent. Vous avez entendu parler de l'affaire du barrage de Sivins-Testet. Donc comme ça commence à remuer, Ségolène Royal qui se réveille, mandate une mission d'experts. Alors moi je vois sur le site du ministère, mission d'experts envoyée en urgence, et il y a le chef enfoiré qui a rédigé le rapport Philippe Martin pro-irrigation. Je le balance sur mon blog, le résultat des courses, normal, il n'était plus là. Donc quand même ça sert, on a raison de se révolter. Bon, quelquefois ça marche. Bon, je ne dis pas qu'à l'arrivée ça sera bien, mais déjà bon. Autre exemple, vous avez certainement entendu parler de cette pantalonnade qui s'appelait Conférence environnementale. La première
première conférence environnementale découlait d'un engagement, on voit ce qu'il voit aujourd'hui, qui avait été extorqué à François Hollande pendant la campagne par FNE, France Nature Environnement, réputé être le plus grand réseau français d'associations de défense de l'environnement, on pourra en parler longtemps, mais bref. Donc la première conférence environnementale, bordel absolu, engagement de création d'une agence de la biodiversité, blablabla. Et dans la seconde, en plein dans notre période, là, il y avait donc une table ronde sur l'eau. Alors là, absolument extraordinaire, comme mise en scène de la subversion, mais de la subversion des mauvais, si j'ose dire. Le problème, c'est toujours qui gagne. En amont, là, donc on sait qu'il va y avoir la conférence environnementale. Il va y avoir une centaine de personnes qui devraient participer. Alors le banc et l'arrière-ban des ONG, associations de défense de l'environnement, là on a un problème majeur aujourd'hui. C'est dans la crise multidimensionnelle qu'on vit, il y a un problème de ressources financières de tout le secteur des ONG, des associations, quoi qu'on en parle par ailleurs. Donc déjà, ils sont étranglés. Alors, comme ils passent une partie de leur vie pour se rendre visibles et pérenniser leurs subventions à participer à des pantalonnades de ce genre, par exemple, dans un truc comme la conférence environnementale, on annonce à gros son tronc des mois avant qu'il va y avoir un table ronde sur l'eau. Donc, la seule chose qui compte, en fait, dans les quelques images qui passeront à BFM TV, c'est que si on réussit à rentrer là-dedans, on passe à BFM TV, on existe, on va pouvoir rappeler avant une rencontre, demander une nouvelle suite. En gros, c'est que ça commence. Et là, ce qui est absolument éclairant aussi, le contenu de la table ronde sur l'eau a été élaboré par des hauts fonctionnaires du ministère de l'Agriculture. Donc c'est un document de 6 pages, de 6 feuillets, etc., dans lequel c'est le ministère de l'Agriculture qui décide de quoi on va parler autour des problématiques de l'eau. Bon. Donc ce document est diffusé, il a force de loi, l'organisation de la table ronde est axée là-dessus, elle va être animée par un ancien demi-dissident écolo du PS, bon bref. 100 personnes sont réunies un matin, une après-midi, et le deuxième jour, on rend les conclusions. Chaque personne a 2 minutes pour parler. On a donc là les représentants habituels du MEDEF, de la FNSEA, patati patata, qui sont payés à l'année. Alors, là où il y a une faiblesse majeure qui ne fait que s'aggraver dans la période, c'est que les représentants du secteur ONG, consommateurs, etc., comme tout le monde, ils ne maîtrisent pas ces sujets-là, ils n'ont plus de pognon, ils ont autre chose à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils embauchent pour des clopinettes un petit jeune, ou une petite jeune, souvent une petite jeune d'ailleurs, 3 mois avant, qui n'y connaît évidemment absolument rien, qui va se contenter d'aller piocher un ramassis de fadaises à droite à gauche et d'élaborer des soi-disant cahiers d'acteurs, mais qui sont d'une nullité crasse, qui parlent de tout de ce qu'il faut parler, quoi. Donc, alors, quand vous voyez après la mise en scène, donc vous avez 100 Pékins qui sont là, les gros méchants d'un côté, les soi-disant gentils, incultes de l'autre, chacun 2 minutes, tac, 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 et bien évidemment, c'est le contenu qui a été décidé en amont par le ministère de l'Agriculture qui va faire force de loi ensuite. Donc là, on a très important, dans ce genre de guérilla bureaucratique, un des rapporteurs qui vont prendre note de tout ce qui s'est dit, soi-disant, qui vont faire un compte-rendu, et 4 jours plus tard exactement, sur le site de Matignon, apparaît la feuille de route du gouvernement pour l'environnement. Alors ça, j'adore, parce qu'il y a quand même la sémantique, c'est toujours très important. Dès que vous entendez, vraiment c'est un conseil, si vous entendez désormais feuille de route, parez-vous, c'est sûr que vous allez vous faire niquer. Feuille de route, c'est une espèce d'escroquerie langagière qui ne renvoie à aucun document légal, c'est comment je vais vous enfumer, quoi. Donc on voit apparaître la feuille de route sur l'eau, mais un ramassis de niaiseries absolument invraisemblables, et là ils se sont ingéniés en fait, à travers tout le processus, le dogme des agricultures, les 2 minutes chacun, de faire un petit travail de passementerie, là, on fait semblant qu'on parle, mais c'est creux, c'est nul, et on comprend tout de suite que ça n'aura aucune application concrète. Et c'est à partir de là, pour revenir à notre fameux CNE tout à l'heure, le travail en fait de toute notre galaxie, quand ils réussissent à faire émerger comme ça un soi-disant document officiel qui va faire consensus auprès de tous les décideurs, on a une armée de petites mains qui vont faire un nouveau ravaudage, et en fait on triche. C'est comme si on trichait un examen, mais ils le font d'autant plus aisément que tout le monde s'en fout, que personne ne contrôle rien. Donc on prend une phrase, à tous les coups creuse,
on la tord un petit peu pour pouvoir faire le lien avec un projet beaucoup plus important que nous, on va défendre par la suite. Les professionnels du lobby, du 1er janvier au 31 décembre, leur vie c'est de siéger dans des commissions, de faire des complots avec leurs copains, de se téléphoner, d'aller voir machin au ministère, des déjeuners, des machins, et de faire avancer leurs pions. Globalement, ils ont gagné d'abord la bataille des idées, et la tâche qui nous est assignée, c'est de repartir au combat sur le thème des idées. Comme ça a été totalement capté par le lobby, ça s'est traduit par une acculturation massive de la sphère du politique, des décideurs, des élus, de toutes les structures intermédiaires qui pourraient avoir vocation à s'y intéresser, et a fortiori la société civile. Mais la première étape, c'est de se réapproprier cette connaissance qu'on a été privé. Alors on pourrait penser que c'est possible maintenant avec les nouvelles technologies d'information. Non, vous pouvez passer votre vie chaque jour dans une réunion officielle sur le thème de l'eau. Vous pouvez passer vos journées à lire des rapports, à consulter des vidéos. Là, on est rentré vraiment dans une époque nouvelle. Chaque jour, il y a des dizaines de vidéos institutionnelles qui sont diffusées par les agences de l'eau, par tellement du lobby, par etc. Donc, c'est pas qu'on n'a pas d'informations, c'est pas qu'il y a des mecs qui ont fait un hold-up qui piquent tout. Non, ils ont parfaitement compris l'époque dans laquelle on vit, et ils nous inondent d'un flot d'informations dont la pertinence est d'ailleurs tout à fait sujette à caution. Parce qu'en fait, dans ce domaine-là, au stade où on est arrivé, on peut raconter littéralement n'importe quoi, il n'y a pas de corps de rappel, il n'y a pas d'autorité de régulation, il n'y a pas de contre-expertise. Et pour moi, c'est un des obstacles majeurs auxquels on est confronté, de se réapproprier ces connaissances, ces savoir-faire, etc. Ce qui est le préalable absolument indispensable, avant même de se poser la question, de constituer des nouvelles coalitions d'intérêts par toute personne ou instance qui sera intéressée par ces questions-là, parce que si on ne maîtrise pas cette information, on va se faire blackbouler à raison par les gens qui vont capitaliser. Concernant le champ des ONG et des associations de défense de l'environnement, il y a une dérive terrible aussi. Ce sont des instances qui se sont au fil du temps professionnalisées, puisque dans l'évolution du politique, des politiques publiques, de la gestion, etc., depuis des années, il faut mettre en scène des représentants certifiés de la société civile qui deviennent des entités parfaitement bureaucratiques. Pour vous en donner simplement un exemple, FNE est le représentant national du secteur de l'environnement. Bon, il se trouve que FNE bénéficie depuis des années d'un contrat de sponsoring de la Lyonnaise des Eaux qui lui accorde royalement 230 000 € par an, à charge pour FNE d'aider les salariés de la Lyonnaise à mieux maîtriser les enjeux de la préservation de la ressource. Donc de ce côté-là, il n'y a pas grand espoir à attendre, c'est pas le seul, il y en a d'autres, mais enfin, c'est plus emblématique quand même. Vous appelez aujourd'hui Solferino, Fabien, les Verts, j'en parle même pas, vous appelez tous ces gens-là et vous demandez qui est-ce qui est responsable de l'eau, personne. Et faites l'expérience. Vous appelez tous les partis politiques, il n'y aura personne pour dire je suis. C'est pas normal ça. Vous appelez les syndicats, c'est pareil. Et alors, y compris dans des instances qu'on pourrait penser, parce que c'est au cœur de la préoccupation, je pense aux Verts d'un côté, je pense aux associations de défense de l'environnement en général, mais c'est dramatique. Et c'est pour ça que j'exprime ça, je traduis ça. Pour moi, c'est la résultante de ce phénomène de dépossession qui a conduit à une acculturation. Donc il faut, je ne sais pas exactement par quel moyen, réussir à qu'il y ait une réappropriation collective. Mais je mesure bien la difficulté de la tâche, parce que ça veut dire, à la place où nous sommes les uns les autres, il faut travailler comme des malades dans un terrain ennemi, quoi. Donc c'est pas si évident que ça. Et aggravé dans la période par la crise des médias. Ça, je suis assez sensible à ça, parce que j'étais journaliste dans ma vie antérieure. Aujourd'hui, il va y avoir quoi, 4-5 journalistes en France
qui sont encore compétents sur ces questions-là et qui ont suffisamment de poids dans leur rédaction pour pouvoir imposer, je fais un sujet comme ça, quoi. Et ça, c'est absolument dramatique aussi, parce que ça veut dire, et ça, on peut ne pas être d'accord, moi je considère quand même que historiquement, les médias ont joué un rôle d'agora, de débat démocratique, et que c'est en train de disparaître à vitesse grand V, ça. Et comme il n'y a plus cette caisse de résonance qui participait quand même du débat démocratique, c'est encore un facteur d'aggravation, parce que tous ces phénomènes de fonctionnement en lobby, il n'y a plus d'éclairage, il n'y a plus, on ne sait pas, c'est là où il faut alors les traquer, etc. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce niveau-là. Donc ce côté-là aussi est très inquiétant. Dans le domaine particulier de l'eau, c'est un secteur qui souffre, comme tout le secteur de la recherche, des grandes réformes intervenues ces dernières années, et qui pénalise l'indépendance du secteur, parce que désormais, n'importe quelle unité de recherche doit passer la moitié de son temps dans une optique de conquête de marché, aller décrocher des subventions auprès de l'ANR, etc., ce qui les pénalise terriblement. Donc s'il n'y a pas une réforme et un retour à des pratiques plus raisonnables dans le monde de la recherche, c'est mal barré. Ils sont totalement découplés. La recherche fondamentale, la recherche pure, ils sont laissés de côté. Et on a des organismes totalement inféodés aux grands groupes, l'OIO, le BRGM, l'INERIS, l'IRSPEA, qui sont totalement sous la coupe de ces gens-là. Et c'est pas... Si, c'est une accusation, mais bon, je peux l'étayer sur un certain nombre d'exemples précis. Et ça, c'est un véritable problème, parce qu'on a une espèce de vision schizophrénique. Il y a des gens qui vont continuer à dire, mais non, recherche fondamentale, on fait des choses... Non, mais d'accord, mais concrètement, finalement, l'action de recherche est inféodée, là aussi, à la défense d'intérêts privés et pas d'intérêt général. La loi Sambon du 30 décembre 2006 crée une nouvelle institution qui va s'appeler l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Il y avait trois angles d'approche. La complexité croissante de la mise en œuvre des politiques communautaires, un nécessaire bond en avant de la recherche dans le domaine de l'eau, public et privé, et surtout, il existait auparavant une instance qui s'est appelée le Conseil supérieur de la pêche, qui chapeautait, organisait l'activité des gens qu'on appelait traditionnellement les gardes-pêche, qui étaient donc un corps dépendant de l'État, un peu comme les gardes-chasse, ça fait ça. Bon, ce truc, début des années 2000, était en faillite, donc il fallait créer une nouvelle entité pour porter les gardes-pêche, qui ont au-delà de l'appellation, aujourd'hui c'est plus du tout des gardes-pêche, ça s'appelle autrement, ça s'appelle des ATO, des agents techniques de l'environnement, et c'est eux qui, normalement, mettent en œuvre la police de l'eau dans tout l'espace métropolitain, ce qui est de plus en plus conflictuel avec les Venezuela d'ailleurs, il y a des violences, enfin bon bref. Et donc l'ONEMA voit le jour. Et ça va donner dans l'espace de 5 ans le plus grand scandale qu'on a pu connaître dans le domaine de l'eau depuis un demi-siècle, pour aller vite. Donc, il récupère les gardes-pêche et parmi les missions de l'ONEMA, lui est imparti le rôle de fédérer toutes les activités de recherche-développement dans le domaine de l'eau en France. L'ONEMA va être financé par un prélèvement annuel de 108 millions d'euros dans les caisses des agences de l'eau, alimentées par notre facture, etc. Bon, toujours d'argent public. En matière de recherche et développement dans le domaine de l'eau, la situation que vont découvrir les membres de la Cour des comptes qui auditent, comme c'est le cas classiquement, l'ONEMA au début de l'année 2011 est absolument dantesque. À savoir que c'est organisé, toujours à l'initiative des mêmes, une captation d'argent public, mais colossale, qui se chiffre en dizaines de millions d'euros. On a tapé dans les caisses pour, par exemple, financer l'organisation de la grande kermesse des marchands d'eau à Marseille en 2012, enfin bon, invraisemblable. Donc il y a des gens qui auditent, ça se passe très mal, il y a des tas de documents qui partent à la broyeuse, pas tout heureusement, et classiquement, c'est très tendu au sein des gens qui sont virés, etc. Et comme c'est la procédure, quand la Cour des comptes enquête, sur la base des documents qu'ils ont pu recueillir, ils publient un document qui n'est pas public justement, ce qu'on appelle une lettre d'observation provisoire. Donc
la lettre d'observation provisoire dresse le tableau de tous les errements éventuels qui ont pu être constatés. Alors là, ce n'est pas des errements, ça dépasse l'entendement. Compagnie, un certain nombre de salariés de l'ONEMA en but à des pratiques de harcèlement, menaces physiques, enfin, etc., me contactent et me demandent d'essayer de mobiliser la tutelle. Bon. Donc, par ce biais, il y a une délégation de salariés qui rencontre Delphine Batho et son directeur de cabinet au début septembre 2012. Un mois après, ce qui est quand même assez rare, la ministre limoge sans explication la directrice de l'eau du ministère et le président de l'ONEMA. Là, on est dans la phase, il y a eu la lettre d'observation, je vais y revenir, et là, il y a un délai, généralement à peu près 6 mois, pendant lequel l'institution concernée doit répondre aux éléments qui ont été mis à jour. Ah oui, quand même, que je publie sur mon blog un véritable brûlot qui aurait dû me valoir d'être condamné 50 fois pour diffamation. J'explique par le menu les modalités de détournement d'argent public, les montages qui ont été faits, enfin, tout. Bon, vous voyez toujours en ligne, hein, bon. Je mets ça en ligne le matin. À 13 h se tient une réunion de crise à l'ONEMA à l'initiative de son directeur général, qui, comme on va le voir, donc fait une cellule de crise et commence à demander à ses troupes d'élaborer des éléments de langage contre cet enfoiré de Lébé. Alors là, c'est à mourir de rire. Ouais, de toute façon, il se bat toujours contre les multiples. Et il se trouve que donc c'est un petit groupe, moi je ne suis pas le NEMA, c'est un petit groupe à l'ONEMA, mobilisé par son directeur général adjoint, qui élabore des éléments de langage pour les diffuser partout, pour me faire la peau. Malheureusement, j'ai publié ça sur mon blog le même jour à 17 h. C'est un des coups qui m'a le plus enchanté. Et donc là, il répond, lénifiant, c'est un organisme tout jeune, il y a eu des difficultés de mise en place, patati patata. Bon, alors le fond de l'affaire, c'est que dans la lettre d'observation provisoire, vous avez une dizaine de tableaux sur 2 feuilles. Cette dizaine de tableaux décrit par le menu les malversations gravissimes qui ont eu lieu et dresse la liste de tous les pseudo-marchés publics qui ont été passés avec une foule d'entités extérieures qui violent toutes les règles de la commande publique et des marchés publics. Un exemple, on a à un moment une entreprise qui s'appelle X qui a bénéficié d'un marché public, une enveloppe de 500 000 €. Le compte rendu est fait, tout ça c'est l'analyse comptable qu'a fait la Cour des comptes, qu'en fait, sur la base de ce pseudo-marché public de 500 000 €, l'entreprise en question a emplâtré 6 millions d'euros, a disparu dans la nature, n'a jamais rendu les livrables qui devaient être rendus. Il y en a 10 pages, 20 en fait. Alors c'est complètement sidérant, quand vous avez eu connaissance, comme vous avez compris, comme je l'ai eu, du contenu de ça, de voir comment on va s'organiser les tout foires. C'est en février 2013 que le président de la Cour des comptes, M. Didier Migaud, le 12 février 2013 exactement, va rendre public cette affaire. Alors une semaine avant, on a réussi avec beaucoup de travail à sortir l'affaire en une du Monde, dossier, machin, donc ça a mis de l'attention et tout. Et donc là, il faut observer que tous les membres du lobby ont véhiculé par tous les moyens pendant cette période de 6 mois qu'en fait, il n'y avait rien. Et manque de peau pour eux, le jour où Didier Migaud fait sa conférence de presse, il annonçait d'une que ce sont des faits absolument gravissimes qui ressortissent du pénal, qui saisit la Cour de discipline budgétaire et financière, qui est une institution à l'intérieur de la Cour des comptes, et qui est spécialisée dans la poursuite de délits commis par les fonctionnaires. Les investigations sont toujours en cours, mais fort heureusement, mes courageux jeunes camarades ont fait du chantage un peu avec mon aide aux instances du syndicat. On leur a dit clairement que dans leur congrès qui s'est tenu en juin dernier, le syndicat allait voter une motion, si possible à l'unanimité, mais ça je m'en foutais un peu, au terme duquel le syndicat allait déposer ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile. Le syndicat a déposé, et donc l'affaire n'est pas enterrée et suit son cours. Donc vous en entendrez certainement parler dans les mois ou peut-être années qui viennent, et vous pourrez mesurer. Mais ce qui était très impressionnant autour de ça, c'est qu'on est quand même au cœur là, du fonctionnement du lobby. Il y a des errements mais absolument invraisemblables qui traduisaient aussi, et ça a été souligné par la Cour des comptes, l'absence totale de contrôle exercé par la tutelle.
Parce que cet organisme de débat, sa tutelle, c'était le ministère de l'écologie, qui a laissé faire, complice, duplice, enfin, etc. Et donc, ce genre d'affaire est absolument emblématique du fonctionnement de ce lobby et n'a pas contribué, disons, à améliorer l'image de la gestion de l'eau en France ces dernières années. En gros, où on en est aujourd'hui, à travers tout ça, le projet de réforme fugitivement évoqué à fin 2012 a été totalement enterré, et depuis 2 ans, avec un virage très clair à partir de septembre 2013. Début septembre 2013, avant même le discours devenu célèbre de François Hollande du 14 janvier, formalisation du virage ultralibéral, etc., à partir du début septembre, Delphine Batho est virée. Philippe Martin arrive aux affaires, il y a la conférence environnementale, et là, parallèlement, quasiment chaque semaine, au nom de la lutte contre les normes qui entravent l'activité économique, au nom du soutien qu'il faut apporter à tout prix aux entreprises et patati, chaque semaine, pratiquement, le gouvernement a pris des mesures qui, en remettant en cause, suppriment, annulent des pans entiers du droit de l'environnement qui a été construit depuis 50 ans. Sans arrêt sont prises des dispositions qui sont légitimées par le seul motif d'aller chercher avec les dents une croissance dont tout le monde sait qu'elle ne reviendra jamais. Mais ces abrutis, ils ont encore un logiciel des années 70, mais là c'est dramatique. L'environnement, l'écologie, mais ils ne savent même pas que ça existe. C'est les petites fleurs, les petits oiseaux, machin. Mais c'est un drame terrible, parce que là, le démantèlement du droit de l'environnement, parallèlement au démantèlement des services publics qui se produit, etc., ça nous place dans une perspective où les acteurs du type FNSEA, industriels, etc., dont on sait par ailleurs que ces dits du droit n'ont pas suffi à entraver leurs activités extrêmement destructrices de l'environnement en général, mais là c'est une prime aux incendiaires qu'on leur file. Et alors vous voyez bien qu'ils s'engouffrent dans la brèche. J'ai publié dans le bouquin une lettre rédigée par Xavier Belin, président de la FNSEA et son secrétaire général en novembre 2013, qui était adressée à tous les représentants départementaux, ça s'appelle les FDSEA, qui était une véritable déclaration de guerre au gouvernement. On a les représentants du syndicat officiel qui co-gèrent la politique agricole avec n'a pas conseillé de la politique de l'eau depuis 50 ans, pour tous les gouvernements successifs, et qui adressent benoîtement à leurs troupes, mais un véritable programme de guerre. Genre, on va les niquer, les foutre en l'air par tous les moyens, c'est détaillé, officiellement. Pas bon. Et donc ça ce qui est terrible, c'est qu'on a passé déjà un certain stade. Alors, vous prenez par le menu toutes les décisions qui ont été prises par Stéphane Le Foll, par Ségolène Royal, par d'autres ministres encore, c'est vraiment la porte ouverte à toute la dévastation qu'on peut imaginer. Donc, Notre-Dame-des-Landes, l'affaire des 1000 vaches, le Tester, enfin bon. Et ce que je trouve très grave par rapport aux valeurs dont soi-disant sont censés incarner ce gouvernement, mais ça, je sais qu'on en a compris depuis longtemps, mais là, dans la sphère environnementale, ça va être terrible parce que il y avait aussi un projet de réforme du droit de l'environnement. Donc des tas de comités théodule qui s'étaient mis en place à la même époque. Ça a été totalement gelé quand Philippe Martin est parti, quand Ségolène Royal est arrivée. Là, elle a renommé des chargés de mission pour tous ces groupes et s'est renvoyée au calendrier, parce qu'il y avait des propositions extrêmement intéressantes qui n'ont certes aucune chance de passer dans la situation actuelle, mais là, ce qui est en train de se produire, il y a un véritable feu vert qui est donné en gros à tous les pollueurs. Faites ce que vous voulez. On est d'accord, il n'y aura rien, c'est pas dit comme ça, mais c'est évidemment interprété, ils ne sont pas idiots, interprété comme ça. Il n'y a plus aucune entrave à n'importe quel projet qui va foutre en l'air l'environnement. Ça produit une insécurité juridique très forte pour tous les acteurs publics qui ont en principe pour mission de défendre l'environnement. Donc c'est une régression sans précédent, parce que quand, à une vitesse accélérée comme ça, vous donnez des signaux, vous prenez des décisions, vous modifiez des réglementations, à un moment, je pense que même eux perdent un peu le contrôle de la machine, ne se rendent plus compte. Et il y a toujours quelque chose à avoir en compte, c'est quand des processus comme cela se mettent en place, il y a ce qu'on appelle un effet cliquet, et en général, on ne revient jamais en arrière.
Donc, la situation qui était déjà extrêmement critique par rapport à la qualité de l'eau, les milieux, les pollutions, etc., va faire que s'amplifier dans des proportions considérables. Jusqu'à il y a quelques années, existait dans chaque département un laboratoire public départemental d'analyse de la qualité des eaux. À l'initiative des mêmes, au début des années 2000, en invoquant des soi-disant prétextes d'obligation de mise en concurrence communautaire, est passé très discrètement dans la réglementation une obligation de mise en concurrence de ces prestations. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui surveille la qualité de l'eau en France. Il en a la mission officielle, qui désormais s'incarne dans les agences régionales de santé. Les agences régionales de santé passent des marchés auprès soit d'hydrogéologues, soit d'entreprises spécialisées. Alors là, je voudrais attirer votre attention. Au début des années 2000, les mêmes membres du lobby, donc, mise en concurrence obligatoire. En 1998, à Nantes, il y a un groupe de chercheurs au CNRS, blanchis sous Arnois, qui ont un fils qui est un redoutable apprenti start-upper. Les époux Martin développent sur fonds publics, 350 000 francs, à l'époque, c'était avant le passage à l'euro, ils pouvaient procéder à l'analyse de la qualité des eaux. On est en 1998. Leur fils dépose un brevet. Ils sont encore au CNRS. Aujourd'hui, monsieur et madame Martin, leur fils, sont à la tête de la première multinationale privée d'analyse au monde, qui fait un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros par an, qui est implanté dans 80 pays et qui, jusqu'à il y a 2 ans, trustait près de la moitié des 7 millions d'analyses commandées chaque année sur la qualité de l'eau par le ministère de la Santé. Alors, le modèle économique de ces salopards, c'est évidemment rentabilité à mort. Donc, ce qu'ils ont fait, ils se sont implantés en conduisant à la faillite des laboratoires publics qui existaient déjà, c'est-à-dire que quand il y a un appel d'offres, quand il y a un marché, il faut une offre ridicule, ils emportent le marché, puisque désormais il y a l'obligation de la mise en concurrence, et ensuite, pour assurer le maximum de rendement à leur business, eh bien, ils ont organisé, ils ont transformé, si vous voulez, les métiers, les techniques de l'analyse des lots, façon Amazon ou façon FedEx, quoi. C'est-à-dire, ils se sont fait heureusement épingler il y a 2 ans par un rapport du ministère de la Santé, des gens qui se sont battus en interne, parce qu'on a parfaitement identifié qu'ils violaient systématiquement tous les protocoles qui doivent être respectés. Vous faites des prélèvements de l'eau quelque part. Eux, ils ont centralisé leur laboratoire, ce qui fait que, d'ailleurs, c'était Montpellier, de l'eau qui était prélevée à Montpellier devait être transportée à Maxéville, dans l'Est, donc transportée, FedEx, machin compagnie. C'est comme la rupture de la chaîne du froid pour un steak haché, voilà, c'est un peu le même truc, et c'est ce qui a été mis à jour, c'est un rapport officiel qui existe, que j'ai mis sur mon blog, que j'ai consulté, etc. C'est terrifiant, quoi. Ce qui veut dire que là, c'est plus seulement une question. Il y a la Générale des Eaux, la Lyonnaise des Eaux, qui fait du fric, qui nous vole un peu. Là, ce qui est en cause, c'est la santé publique, c'est la sécurité sanitaire, c'est notre santé à tous. Bon, et là, l'affaire n'est toujours pas réglée. Il y a 2 multinationales maintenant qui trustent 70% du marché de l'eau. L'avantage des anciens laboratoires publics départementaux, ils étaient là depuis un siècle, 50 ans. Ils étaient sous la responsabilité des autorités locales, généralement le département, le conseil général. Ils étaient dans un lien de proximité avec tous les acteurs. Ils avaient élaboré des méthodologies d'alerte, sécurité civile, etc. Si demain, tout marché est pris par les autres salopards qui ont un labo à l'autre bout de la France, ben, moi je donne pas cher de la sécurité sanitaire quand la crise éclate. Donc ça c'est un exemple. Directive nitrate qui date de 1991, on a été condamné pour la 5e fois. La France devait à la fois mettre en œuvre des programmes d'intervention et procéder à ce qu'on appelle un classement des zones sensibles. On était en fraction sur les 2 points. Et dans la mécanique très compliquée des poursuites dans la Cour de justice européenne, il y a plusieurs étapes en fait, il y a plusieurs rounds. Donc, ils vous envoient un premier truc, vous répondez, un jeu ping-pong. Et là, ce qu'a fait le gouvernement
cet été, enfin le ministère de l'Agriculture, c'est de dire, d'accord, on était en infraction, mais on vient d'élaborer d'urgence un nouveau plan national qui va répondre à toutes nos objections. Et donc c'est ce qui a fait que les sanctions financières ne sont pas encore venues. Là, on est dans un moment très critique parce que le gouvernement a dû faire semblant qu'on allait étendre, par exemple, le nombre de zones sensibles, ça s'appelle des zones sensibles où il y a trop de nitrate, sur une bonne partie du territoire, ce qui fait que ça va toucher cette fois majoritairement les éleveurs qui sont déjà fragilisés. Et il y a une véritable fronde partout en France. La FNSEA déploie ses troupes, c'est insupportable, on n'en veut pas, nanana, bon, bref, donc c'est très, très, très dur. Donc le jeu est compliqué parce que l'ADG Environnement va avaliser le plan national et les demandes encore de délais complémentaires. Déjà la procédure avait conduit Ségolène Royal cet été, ce qui était tout à fait imprévu et surprenant, à faire une communication au Conseil des ministres. C'était un message envoyé à Bruxelles, justement pour dire on fait un plan national, on va se mettre aux normes et tout. Les autres ils s'en foutent, ils savent très bien qu'on est malade. Mais ce crétin de Valls, il y a 10 jours en Gironde, il va faire un truc devant les jeunes agriculteurs. Et alors, bon déjà, je vous passe les détails, mais c'est intéressant parce qu'il y a une vidéo de son intervention, on croit rêver quoi. Ah, bravo, c'est vous les vrais écologistes, et nanani, nanana. Et il annonce benoîtement que la directive nitrate a témoigné de ses limites, machin, et qu'il va aller à Bruxelles avec ses petits bras renégocier la directive nitrate. Alors les autres, ils attendent, ils ne vont pas le louper. Sauf que le lobby, pas l'année dernière, mais l'année précédente, ça c'est un coup magique, a réussi le prodige de faire engager comme expert rattaché en qualité d'intervenant extérieur à la commission à Bruxelles, la DG Environnement, deux membres éminents du lobby de l'autre français, hauts fonctionnaires du ministère de l'écologie, l'un qui s'occupait depuis 10 ans à la direction de l'eau de la directive cadre, et l'autre qui s'occupait des eaux résiduelles urbaines. Donc on a infiltré à la commission ce qui s'appelle comme expert détaché pour une durée de 3 ans, 2 hauts fonctionnaires du ministère de l'écologie, dont l'essentiel du travail depuis 10 ans était de ruser, de tricher, de faire obstacle à toutes les poursuites diligentées par le monde. Donc là, ils espèrent en fait qu'avec ça, avec nos experts détachés, ils pourront continuer à les blouser. C'est pas sûr, et alors ça renvoie à des tas d'autres mécanismes plus subtils, plus compliqués, donc ça reste très ouvert. En tout cas, pour la simple directive nitrate, on devrait normalement être condamné, je pense, c'est pas que je le souhaite, mais logiquement, vu le dossier, en plus des déclarations de Valls, on devrait être condamné à environ un peu moins de 30 millions d'euros d'amende, assorti d'astreintes journalières qui se chiffrent en plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça, c'est pour les nitrates. On va aussi à nouveau être poursuivi pour une mauvaise application de ce qu'on appelle la directive eau résiduelle urbaine DRU de 1992. Ça, c'est la remise aux normes des stations d'assainissement. C'est les mêmes tricheries partout. Et ensuite, il y aura la directive cadre européenne sur l'eau parce qu'on est totalement hors des clous. Alors, ce qui peut tempérer ça, c'est le fait qu'à l'échelle européenne, l'environnement est clairement laissé de côté et qu'en fait, la France, très clairement, c'est la stratégie, négocie un compromis sur autre chose pour qu'on nous foute la paix là-dessus. Mais ce n'est de toute façon que reculer pour mieux sauter. Par le menu, je consacrais un long chapitre à la saga Gemapi. Bon, les membres les plus évidents du lobby que j'ai déjà cités là, quand Hollande arrive, ils vont voir Hollande et Hérault. Ils leur disent on va vous débarrasser du cauchemar des inondations. Alors, les inondations, c'est Xintia, le Var, le trait de côte, machin compagnie. Ils leur disent voilà, on va vous débarrasser de tout ça, on va filer tout ça aux communes. Bon. Donc, pas aux communes tout de suite, aux EPTB, établissements publics territoriaux de bassin. Ça, c'est la première phase. Donc la machine se met en route, ils pompent un truc à fond la caisse, et ils vont voir l'eau branchue, ça passe, on a le feu vert. Et tout. Là, c'est impressionnant, parce que c'est une fraction de membres de lobby de l'eau, les membres des EPTB, les assureurs et la Lyonnaise qui portent tout ça. Et ça passe
tranquillement. Alors il doit y avoir 2 lectures à l'Assemblée, 2 lectures au Sénat, et ça s'est transformé en un merdier sans nom. Qu'est-ce qui est en jeu derrière tout ça? L'État, depuis 50 ans, tous les gouvernements successifs ont été absolument calamiteux dans la prévention des inondations. Ça devient un enjeu majeur de sécurité publique, il y a des gens qui meurent, et le lobby des assurances a sifflé la fin du jeu. Il dit, nous on ne paye plus. On ne veut plus payer pour ça, démerdez-vous comme vous voulez. Donc on a un système d'indemnisation qui repose en partie sur ce qu'on appelle le fonds Barnier, qui est alimenté par les assurances, mais qui après ils attirent le VAR et tout, il n'y a plus de sous. Et donc, il faut d'abord un projet de loi qui donne tous les pouvoirs à ce qu'on appelle les établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB. C'est des genres, imaginez, de syndicats mixtes à l'échelle de bassin, qui vont être maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire qui vont mettre en œuvre s'il faut construire des ouvrages contre les inondations, faire ceci, faire cela. Bon, c'est des établissements qui auraient dû voir le jour à partir de 64, les élus n'en pouvaient pas, et c'est très intéressant en termes institutionnels, parce qu'ils ont survécu à tout, ils sont passés à tout, bref. Donc, c'est des enjeux de pouvoir énormes. Donc enjeu de pouvoir, ça veut dire présidence, vice-présidence, machin, l'idée c'était de dépouiller un peu les agences de l'eau, de leur piquer du pognon et de devenir un peu les rois du pétrole pour aller vite, quoi. Donc avec le soutien tout à fait intéressé des assureurs de Suez. Et l'appellation est absolument géniale, ils ont été vendants. Roland Guéraud qui ne connaissait rien, qui s'en fout, quand j'étais ça les yeux fermés parce que c'est leur copain, ils ont été vendus les inondations. On vous débrouille des inondations. Mais derrière, c'est pas ça le pire, c'est la gestion des milieux aquatiques. J'ai ma pied. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et là, c'est la nouvelle phase de l'offensive, Suez, Veolia, Sor, et surtout Suez qui est en pointe. Le modèle économique historique du service de l'eau qui a vu le jour au XIXe siècle en matière d'eau et d'assainissement s'effondre littéralement sous nos yeux depuis 20 ans. Parce qu'il a été conçu dans toutes ses dimensions sur la perspective, dans la suite de l'école hygiéniste et tout, et du développement des infrastructures et des agglomérations, il a été conçu dans la perspective d'une croissance indéfinie des consommations d'eau. Or, depuis 20 ans, on vit exactement l'inverse. C'est la conjonction de différents facteurs. Il y a encore 20 ou 30 ans, il y avait des usines au cœur des agglomérations. On oublie toujours que dans tous les process industriels, on consomme des quantités d'eau absolument phénoménales. Il faut de l'eau, par hypothèse très pure, si on fait des puces en silicium, par exemple, et donc, dans toutes les usines, on utilise des quantités d'eau énormes. Bon, vous connaissez tout ce qui s'est passé, toutes les usines sont sorties des agglomérations pour finir par se tourner en Chine, ce qui d'ailleurs provoque des mêmes problèmes en Chine. Bon, baisse structurelle des consommations. Chaque année, tous les services d'eau en France, moins 1, moins 2%. Plus d'usines. On a quand même amélioré les recherches sur les fuites dans les réseaux d'eau. Et ensuite, on appelle les grands comptes, les établissements publics, les hôpitaux, les administrations, les entreprises là, ont réduit leur consommation. Enfin, en 4 ou 5 générations d'appareils électroménagers, aujourd'hui, machine à laver le linge, machine à laver la vaisselle, consomment 4 à 5 fois moins d'eau qu'il y a 20 ans. Donc c'est l'addition de tous ces facteurs qui déclenche ce phénomène de diminution structurelle des volumes facturés, consommés, et donc dans notre modèle économique, l'économie de l'eau, c'est une économie à coût fixe, ce qui veut dire que quels que soient les volumes que vous pompez, potabilisez, transportez, stockez et distribuez, les coûts pour le service, qu'il soit public ou privé, demeurent les mêmes, à hauteur de 80 ou 85%. Donc, si votre assiette de facturation baisse, que vous avez des charges qui restent équilibrées, qui ne font qu'augmenter parce que les normes sont de plus en plus sévères, l'Europe et tout ça, vous êtes pris dans un effet ciseau. Et cet effet ciseau vous conduit mécaniquement à une augmentation de prix de l'eau. Donc ça, c'est l'effondrement du modèle historique qui a fait la fortune de Veolia, Suez et compagnie. Donc ils ne sont pas complètement idiots. Ils se sont construits sur le petit cycle de l'eau. Et face à ça, ils ont élaboré il y a quelques années, en faisant financer la recherche publique par leur copain Lonéma, d'ailleurs, de Penaud, ils ont élaboré une stratégie de diversification vers le grand cycle, la gestion de la ressource elle-même. Et là, l'objectif, sur fond de démantèlement des services publics, de crise généralisée de l'intervention publique, leur objectif, c'est de prendre en charge ce que faisaient hier les services déconcentrés de l'État, les institutions publiques, les collectivités locales. Et ce qui veut dire que demain, ils ont l'ambition de générer des nouveaux marchés, ils appellent ça l'ingénierie écologique appliquée au milieu aquatique, et de prendre en main ces nouveaux marchés par le biais de nouvelles délégations de services publics, puisque les collectivités locales seront plus en capacité de le faire. Donc, la première étape, ça a été de faire financer ça frauduleusement par l'argent public à l'ONEMA,
qu'ils ont fait toute leur recherche et développement. Et ensuite, ça a été, à travers la GEMAPI, d'inventer cette appellation burlesque de vendre l'histoire des inondations pour pouvoir faire l'OPA sur tout le reste. Donc, l'affaire est partie. Et dans le même temps, quelques années plus tôt, 5 départements du Sud-Est avaient inventé le concept d'EPAGE, établissement public d'aménagement et de gestion des eaux. Ça, ce sont des collectivités locales qui disent c'est notre boulot, c'est pas ces enfoirés de PTB là qui vont tout nous rafler. Tout ça passe à l'Assemblée, au Sénat. C'est quelques dizaines de personnes qui ont piloté tout ça. Les implications sont colossales. Si cette compétence, telle qu'elle a été déterminée dans le projet de loi qui s'appelle MAPAM, d'affirmation publique des métropoles, etc., bon, s'il devait voir le jour, il se traduit par quoi? 17 millions de Français seraient concernés, les 17 millions de Français qui vivent dans les zones inondables. Pour financer le nouveau bastringue, il est prévu la création d'une taxe qu'on a appelée l'aquataxe de 40 € par usager concerné. Ça peut aller jusqu'à 600 millions d'euros par an. Et là, ce qui s'est déclenché ensuite, c'est la guerre de tranchées, qui s'est récupéré le pouvoir et le pognon entre les EPTB, les EPAGE, la nouvelle doxa du hollandisme alors triomphant. C'est en fait de continuer l'entreprise de démolition systématique de services publics et tout ce qui ressortissait de l'action régalienne de l'État de leur filer aux collectivités locales. Mais pas n'importe comment. En fait, le jeu, c'est de procéder à des transferts de compétences que les collectivités locales ne peuvent pas, de le faire de force, et de le flécher vers ce qu'on appelle les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, c'est-à-dire les COMCOM, les communautés d'agglo. Quand on dit à fiscalité propre, c'est qu'ils ont la compétence de battre monnaie, de faire des taxes. Donc le jeu pour l'État, je me débarrasse des trucs qui m'emmerdent, que je ne sais pas gérer, etc. Je leur file au bloc communal, aux EPCI, et c'est eux qui, par le biais de la fiscalité locale, vont prendre en charge financièrement les missions régaliennes dont je me débarrasse. Donc on a un nouveau dispositif d'une ampleur absolument extraordinaire qui va modifier radicalement l'exercice des compétences dans le domaine de la prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques, qui à ce jour n'est pas financé. Parce que comme les associations d'élus n'en veulent pas, on n'aura pas de monoradio à 15 heures. Donc ça se transforme en un merdier absolument invraisemblable. Pendant ce temps-là, il n'y a rien de fait concrètement. Et alors, pour moi, le comble, c'est que cette dévolution forcée de l'exercice d'une compétence qui renvoie à des missions fondamentales en matière de santé, de sûreté publique, parce que c'est quand même le rôle de l'État d'assurer la sûreté publique de ses concitoyens, quoi. On veut la refiler aux collectivités locales. Le niveau où ont été prises, pas seulement, mais en grande partie, toutes les décisions absolument désastreuses depuis 50 ans, de chenalisation des rivières, de remembrement, je vous en passe et des pires, enfin toute la dévastation qui fait qu'aujourd'hui on est précisément confronté, c'est le cas dans le Sud-Est, avec tous les phénomènes de Sénol et compagnie, à des phénomènes absolument dévastateurs, parce qu'ils ne viennent pas de nulle part. Là, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas, non, ce sont les politiques d'aménagement du territoire et les politiques agricoles qui ont conduit à l'imperméabilisation, la chenalisation des rivières, le remembrement. En fait, on a totalement artificialisé le cycle naturel de l'eau en créant du coup des phénomènes dans lesquels on est totalement impuissant, quoi. Et c'est quelques dizaines de personnes à nouveau qui ont porté ce projet qui remet en cause mais des décennies et des décennies de construction de politique publique. Je suis inondé parce que vous avez fait les comptes pendant 40 ans et l'État se désengage et maintenant c'est à moi de payer. On est dans un truc où on a l'impression qu'il n'y a plus personne dans la vie, quoi. D'où, encore une fois, camarades, moi l'idée quand même d'une régulation. On pourrait peut-être essayer, si tu veux, face à des phénomènes comme ça, face à des logiques comme ça, c'est pas une vague citoyenne qui va s'y opposer, si tu veux. Parce qu'en l'état, les vagues citoyennes potentielles ne maîtrisent pas le fond, la mécanique, le truc. Voilà, c'est ça, si tu veux. L'histoire de l'ingénierie publique, c'est un peu la même chose. Il faut bien que se reconstituent des pôles, un problème comme ça, des pôles d'expertise où il y a des connaissances, des savoir-faire, etc., un peu de pouvoir, où tu peux combattre cette espèce de dévastation générale, parce que il y a des inquiétudes suscitées par les prises de position, lobby, etc., mais je pense que pour partie, on est rentré dans un truc d'anomie où plus personne contrôle. Ce sont toujours les logiques lourdes de la financiarisation, la privatisation qui sont derrière ça.
population telle que je la vois. Évidemment, si j'avais une baguette magique, il faut un budget de 10 millions de francs par an, une équipe d'une trentaine de personnes, j'ai très bien on les chercher, on fait des opérations commando, mais chaque année, déjà les gaspillages, conflits d'intérêts, les mecs on les vire, etc., etc. Mais chaque année, on économise des milliards d'euros et on améliore le fonctionnement du système. Allez, je vous remercie de votre attention.